sont les droits des enfants et comment les respecter? La réponse dans ce journal. Et puis, après leur investiture par ordonnance présidentielle, les nouveaux membres de la CENI ont prêté serment jeudi devant la Cour constitutionnelle, respecter les lois du pays et remplir loyalement leur mission. Tels sont les engagements pris par Corneille Nangaa et son équipe devant la Haute Cour. Enfin, nouvelle accusation contre le contingent congolais en République centrafricaine. Le gouvernement dénonce les allégations de la RFI qui a diffusé ces informations sur ses ondes. Pour Lambert Mende, Ban Ki-moon n'a jamais parlé de cette question avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et c'est l'essentiel des titres de l'actualité de ce vendredi. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, le gouvernement congolais s'insurge contre RFI qui a diffusé des informations relatives au contingent FARDC déployé en République centrafricaine qui ferait l'objet des accusations de viol ou d'abus sexuels. Au cours d'un point de presse animé jeudi, le porte-parole du gouvernement a précisé que le président Kabila a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, mais dans son échange, il n'a jamais été question du contingent FARDC. Suivez un extrait de l'adresse de Lambert Mende. RFI, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a diffusé en boucle ce jeudi 19 novembre des informations d'une rare gravité relatives au contingent FARDC déployé en République centrafricaine pour le compte de la MINUSCA. Selon cette chaîne, les militaires du Congo-Kinshasa pourraient prochainement quitter la République centrafricaine, car ils feraient l'objet d'accusations de viol ou d'abus sexuels. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, aurait donc fait savoir au président Kabila qu'il serait préférable que le contingent FARDC présent en RCA ne soit pas remplacé. Je tiens à dénoncer de la manière la plus formelle ce tissu d'inexactitude contre les éléments de nos vaillantes forces armées, dans lequel la chaîne publique française semble prendre de plus en plus un certain plaisir. Notre président, Joseph Kabila, a bien eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, mais il n'a jamais été question au cours de cet entretien du contingent FARDC déployé en République centrafricaine, dans les échanges entre les deux personnalités. Ceci est archi faux. Les allégations relatives aux délits d'abus sexuels imputés aux éléments des FARDC sont fausses et non avérées. Des preuves existent qui le prouvent, mais ni RFI ni ses informateurs ne se sont donné la peine de vérifier, puisque dès qu'il s'agit de notre pays, les passions s'allument et c'est parti. Autre sujet d'actualité, Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Moïse, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, ont pris leurs fonctions le jeudi. Les 3 membres du bureau de la CENI ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle au cours d'une audience publique siégeant en matière de prestation de serment. Richard Chako Kanyengele, bienvenue Magambo, reviennent en images. Ils sont désormais autorisés à poser des actes dans le cadre de l'exercice de leurs nouvelles fonctions à la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Moïse respectivement, président, vice-président et questeur de la centrale électorale, se sont conformés à la Constitution en prêtant serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction. Ils ont juré de respecter les lois de la République et de remplir loyalement leur mission. Moi, Nangaa Yobeluo Corneille, président de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, Basengezi Katitima Norbert, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Moi, Moïse Kisonga Pierrette, questeur de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution
et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la Commission électorale nationale indépendante et vous présente ses très sincères félicitations et vous souhaite un fructueux mandat. Après le serment, les nouveaux membres du bureau de la CENI ont été invités à signer les procès-verbaux de leur investiture. Ils vont se mettre au travail. Et à peine investie de plein pouvoir, la nouvelle équipe de la CENI met le cap sur les priorités, parmi lesquelles l'évaluation des activités et de la consultation surtout des acteurs impliqués au processus électoral. Le nouveau leadership de la CENI l'a dit à l'issue de la cérémonie de sa prestation de serment. On suit Richard Chako Kanyengele et bienvenue Magambo. La nouvelle équipe de la CENI prend déjà la mesure de la tâche qui l'attend pour la réussite du processus électoral. Il sera donc question pour la CENI de procéder à une évaluation sans complaisance du processus. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes et de cela nous allons sortir des orientations qui seront dégagées pour la tenue des élections paisibles, transparentes et crédibles. De la part des acteurs impliqués au processus électoral, il y a des attentes. Avec la technocratie reconnue à ces personnes-là, les élections seront tenues dans les délais selon que cela sera dit au niveau du dialogue. Et nous espérons que les points essentiels que nous allons certains discuter au dialogue et d'autres peut-être pas, vont maintenant actuellement être abordés de façon sereine. Nous espérons que la CENI va maintenant pouvoir se mettre au travail dans le cadre d'un processus inclusif et que soient traitées les questions qui avaient été définies donc, par le président lui-même, autrement dit, le calendrier, un calendrier réaliste, le fichier électoral, des recommandations ont été données par l'Organisation internationale de la francophonie, et puis le budget, déjà inscrit dans la loi de finances, mais il faut qu'il soit voté et décaissé suivant un plan de financement. Et sachez donc que c'est aujourd'hui que la nouvelle équipe dirigeante de la CENI va procéder à la cérémonie de remise et reprise. Question de commencer le travail proprement dit. Autre chose, remise et reprise dans la province du Bandundu démembré, le gouverneur Jean Kamisendo a cédé sa place aux commissaires spéciaux des nouvelles provinces. Remise et reprise qui s'est déroulée sous haute sécurité et tard dans la soirée à cause des manifestants du gouvernorat qui réclament leurs 4 mois d'arriérés de salaire. Niro Mukakalombo et au micro. Enfin, la remise est prise entre les gouverneurs de province du Bandundu, sortant Jean Kamisendo et les 3 commissaires spéciaux des provinces de Mambré, a eu un créditeur dans la soirée. Selon des sources dignes des fois, les 3 commissaires spéciaux auraient signé des documents de remise et reprise sous réserve à la suite de certains manquements graves et de pièces non conformes. Dans l'entretemps, un dispositif important de la police nationale congolaise a été placé dans les parages du gouvernorat où aucun accès n'était autorisé, à part les journalistes détenant les marrons donnés par la police nationale congolaise. D'après les mêmes sources, 4 personnes parmi les manifestants de ce jour qui réclament leurs arriérés de 4 mois au petit gouverneur sortant auraient été interpellés par la police à cause des incidents qui avaient commencé tôt le matin au gouvernorat où ils ont brûlé depuis un signe de leur mécontentement. Cette cérémonie n'avait rien de comparable entre ce qui s'est passé entre l'équipe Richard Ndambu et Jean Kamisendo. Les observateurs avertis se posent la question de savoir
Qu'est-ce qu'il y a eu à craindre? Qui veut se protéger et pourquoi? De Bandundouville, Miro Mokwakalombo, RTGA. Direction Assemblée nationale à présent, le projet de loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2014 a été voté par l'Assemblée nationale. Cela après analyse approfondie par la Commission économique et financière. Il ressort de ce rapport plusieurs recommandations adressées au gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance des recettes de l'État. Martin Kayembe et Sylvain Bété pour les points. Après analyse du projet de loi portant réédition des comptes du budget 2014, il ressort du rapport de l'ECOFIN que la loi des finances 2014 a été exécutée de l'ordre de 6 milliards au lieu de 8 milliards comme prévu. En plus de cela, l'on note plusieurs projets exécutés mais non prévus pendant cet exercice. Les élus du peuple ont dénoncé également une mauvaise affectation des recettes de l'État et la sous-estimation remarquée pendant l'exercice 2014. Dans tout le budget, on a observé des dépassements. On observe de la non-exécution de certains projets. Et on trouve encore des projets non programmés mais qui sont exécutés. Ce que nous voulons au pied, nous-mêmes, notre propre loi qui demande à ce que nous puissions améliorer la gouvernance. Il serait mieux de nous présenter un budget réaliste, un budget réel qui répond normalement à la capacité de mobilisation pour notre gouvernement de budget auquel on peut opposer à l'ensemble de notre pays. Pas de budget fictif qui sont exécutés à terme de familiarité, comme si on était dans un club des amis. Parce que dans le Nord Kivu jusque-là, si vous entrez à l'intérieur dans des territoires, même les travaux qui auraient dû être financés par les recettes du gouvernement central, rien n'a été fait pendant l'exercice qu'on est en train de voter le budget. Les députés nationaux ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement pour l'amélioration de la gouvernance des finances de l'État. Ils ont émis le vœu de voir renforcer le contrôle parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions. Parlons économie à présent. Matata Ponyo Mapon et Amadou Moustapha Ndiaye ont échangé sur différents projets en RDC. Il s'agit entre autres de INGA, de l'agriculture et de l'énergie. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon et les directeurs des opérations de la Banque mondiale ont fait le point sur les axes prioritaires d'intervention des partenaires dans ces secteurs. Suzy Kibiromari. Le gouvernement congolais se penche sur l'agriculture pour lutter contre la crise alimentaire et la faim en RDC. Certains partenaires comme la Banque mondiale veulent contribuer à cette action pour soutenir les institutions du pays. Amadou Moustapha Ndiaye a présenté au Premier ministre Matata Ponyo Mapon le programme de sa structure, notamment dans l'agriculture et l'énergie pour le bien des populations. Cet entretien a été fait dans le cadre de la visite de notre directrice pour l'agriculture qui venu pour la première fois en RDC pour s'imprégner des programmes de la Banque mondiale. Donc, nous travaillons sur différents projets. Il y a le projet Parsa dans la province, dans l'ancienne province de l'Équateur. Nous avons le projet Pôle de croissance ouest, également un projet sur lequel nous travaillons qui est dans la plaine de Ruzizi, dans le cadre de l'initiative des Grands Lacs. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture va jouer un rôle clé pour la RDC, mais également pour l'Afrique dans son ensemble. D'ici quelques années, c'est une augmentation de la production de 60% de la production agricole qui sera nécessaire pour nourrir l'Afrique. Et donc, les méthodes traditionnelles qui sont appliquées jusque-là ne vont pas suffire. Il est important donc d'avoir des idées, de nouvelles idées, pour augmenter de manière considérable la production. La Banque mondiale tient à s'imprégner des différents axes sur lesquels elle veut intervenir afin d'appuyer les petits producteurs et prôner pour l'agriculture de type commercial.
Et puis, notez également que les activités du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création d'emplois ont été lancées le jeudi 19 novembre 2015, appuyées à la hauteur de 38 millions d'unités de compte, soit 54 développements. Ce projet vise, entre autres, la promotion des PME et PMI. Le ministre du Plan, Georges Wembi, a souligné que ce projet tombe à point nommé pour l'employabilité des jeunes et surtout de l'autonomisation des femmes. Suzy Kibira Omari, une fois de plus dans ses commentaires. Appuyé par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi est désormais une réalité. Lancé ce jeudi, il vise l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive et génératrice d'emplois durables. Le 5 août 2015, par une cérémonie similaire, nous procédions à la signature d'un accord de don de 38 millions d'unités de compte, soit environ 54 millions de dollars américains, consenti à la République démocratique du Congo sous la forme d'un appui institutionnel. Ce projet est organisé autour de 9 opérations que nous devrions à tout prix faire aboutir. Il s'agit, premièrement, du lancement des incubateurs pépinières pilotes en pisciculture et en transformation de bois. Deuxièmement, de l'insertion en entreprise de 10 000 jeunes diplômés n'ayant pas d'expérience professionnelle. En présence de Willy Makiachi, vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Georges Wembi, ministre du Plan et suivi de la révolution de la modernité, a lancé les activités de ce projet. Fruit de la coopération agissante entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, apportera à coup sûr un début de solution à l'épineux problème socio-économique du chômage. Georges Wembi a affirmé qu'un soutien massif sera accordé au programme cadre de création d'emplois et de revenus pour les femmes. Le nombre des bénéficiaires pourrait passer de 200 femmes actuellement à plus ou moins 9000 femmes en 2019. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louaka, a reçu 2 grands investisseurs dans le domaine des télécommunications. Le premier, c'est le représentant de la société China Communication. Son entreprise est intéressée à investir en RDC. Et le deuxième, c'est le représentant d'une entreprise slovène, Globtel. Il veut, lui, apporter une innovation dans le domaine des télécommunications. Suivez. Le vice-premier ministre et ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louaka Lusenjola, a reçu dans son cabinet de travail M. Wang, représentant de la société gouvernementale chinoise dénommée China Communication Service Company. Ce dernier a exprimé la volonté du gouvernement chinois d'investir dans le secteur de télécommunications en RDC. M. Wang a également informé le VPM de PTNTIC de la tenue d'une grande conférence sur les télécommunications prévue en début du mois de décembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud, où la Chine se prépare à proposer une enveloppe de 50 milliards de dollars américains à titre d'investissement dans le secteur de télécommunications des pays africains qui prendront part à la conférence. M. Geert Blondel, représentant général de l'entreprise slovène Globtel, a également été reçu par le vice-premier ministre et ministre de PTNTIC. Au cours de cette audience, il a démontré au VPM de PTNTIC la présentation d'une technologie innovatrice basée sur la mise en place d'une plateforme de communication large bande qui peut accueillir différents services appelés Triple Play. Ces services sont la distribution de la télévision numérique, la téléphonie et l'accès à l'Internet haut débit. À en croire Geert Blondel, ce système appelé la fibre optique virtuelle fonctionne sans câble moyennant des émetteurs et aussi performant en termes de vitesse d'exécution que la fibre optique. Ouvert le mercredi 18 novembre à Kinshasa, les ateliers de la classe moyenne ont débuté les travaux en commission. Le jeudi 18 novembre dernier, ces assises visent à faire comprendre aux gouvernants les difficultés que rencontrent les PME en vue de trouver des solutions idoines. La clôture interviendra donc le samedi 21 novembre 2015 à Fatima. Esther Mpezomba et Linda Kibouji pour images et commentaires.
C'est pour permettre aux décideurs nationaux d'appréhender les divers problèmes auxquels font face les petites et moyennes entreprises, les PMI, les PMEA et le TPE que la Chambre de commerce de la RDC organise les ateliers de classe moyenne. Ouvert mercredi, les travaux en commission ont débuté jeudi. 4 commissions sont mises en place, à savoir la commission technique et commerciale, la commission politique, la commission financière, enfin la commission sociale et juridique. Question de permettre aux participants de maîtriser les stratégies visant l'émergence de la classe moyenne et la promotion d'échanges d'informations vers cette classe. La Chambre de commerce travaille avec différentes structures, dont l'une parle ici de la valeur des PME, socle du développement en RDC. Aujourd'hui, ils ont compris qu'en RDC, le berceau de la croissance économique, c'est le PMI. Et aujourd'hui, ils vont essayer de favoriser le PMI pour qu'ils prennent une place dans le développement économique de la RDC. Et nous, nos objectifs avec la Chambre de commerce, c'est de former des experts, en fait, de dissiper tous ces problématiques de PMI, afin de pouvoir ramener des propositions au gouvernement, auprès du ministre de PMI. Et en fait, nous jouons le pont. Leurs difficultés et les attentes du gouvernement pour apporter quand même des solutions. Soulignons qu'avec un diagnostic clair et une définition du plan d'action, les professionnels du métier pourront parler entrepreneuriat en RDC, voie d'accession à la classe moyenne. Des pistes de solutions seront proposées au gouvernement capable de favoriser la migration des pauvres vers la classe moyenne. Et tout à fait autre chose à présent, réunis en plénière le jeudi dans la soirée, le CESAC a pris des décisions de régulation pour le bon déroulement du travail dans les médias congolais. À cet effet, l'émission B1 Musique écope d'une suspension de 2 semaines et Lushiman Diaté, de son côté, a reçu un dernier appel à l'ordre face au dérapage dans son émission Congo Histoire. Un reportage signé Esther Mpezomba et Linda Kibushi. Durant 2 semaines, soit dimanche 22 novembre et 29 novembre, l'émission B1 Music présentée par Papi Mboma ne sera pas diffusée. Cette suspension du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a été provoquée par les propos impudiques tenus sur le plateau de B1 Music par le musicien Lissimo sans être interrompu par le présentateur. L'émission des B1 Music a décidé de sa suspension pour 2 semaines, mais a également décidé d'adresser une recommandation aux médias en ce qui concerne la production des émissions, des chroniques présentées dans les différents médias, parce que le Conseil a constaté une propension à la diffusion des propos ou des images des dépravations des mœurs. Au cours de cette 46e session ordinaire, l'Assemblée plénière du CESAC a donné un dernier appel à l'ordre au présentateur de l'émission Congo Histoire sur la RTNC, Lushiman Diaté. Malgré sa dernière séance pédagogique avec le régulateur, un cas de récidive a été constaté. L'émission Congo Histoire, présentée par Lushiman Diaté sur la RTNC, et a décidé d'adresser une observation à la RTNC par rapport à la production et à la présentation de cette émission. La RTNC qui a assuré les régulateurs que cette émission sera désormais diffusée en différé. Le CESAC a aussi traité de dossiers de régulation en octroyant les avis conformes et de conformité à StarTem, à la radio diocésaine de Tchumbe au Sankourou, à la radio Maniema et à la société Bleusat. Le Code de la famille congolais continue à renfermer des dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant et de la femme. Voilà qui justifie le plaidoyer fait le jeudi 19 novembre par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise au Parlement pour la révisitation de certains articles. Et le gouvernement congolais, qui a reçu ces suggestions, a affirmé que la plupart des dispositions intégrant la dimension genre lors de la révision seront prises en compte. Retrouvez Souzeki Bira Omari et Yannick Bilamou dans ses commentaires.
Les articles 349, 383, 444, 453 et 500 du Code congolais de la famille devront être revisités pour mettre fin aux dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant et de la femme en RDC. Telle est la raison de ce plaidoyer du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ce jeudi 19 novembre au Parlement. D'autres avancées tant au niveau national, régional qu'international peuvent être notées. Il s'agit notamment de la Constitution en son article 14, la loi portant protection de l'enfant, mais notre plaidoyer est centré aussi sur le fait qu'on a constaté que beaucoup de dispositions qui n'ont pas été abordées au niveau du Sénat n'ont pas été faites en lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement rassure le CAFCO que certaines dispositions du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille seront retouchées. Cette loi est en deuxième lecture parce que nous avons été saisis par la loi qui a été adopté au niveau du Sénat. Nous sommes en train de réviser le code de la famille, nous sommes en sous-commission de travail. C'est pour que nous puissions conformer le code de la famille aux traités internationaux que nous avons déjà ratifiés dans notre pays, surtout en ce qui concerne l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise est confiant de l'implication des institutions la République pour lutter contre la persistance des inégalités de genre dans l'accès aux opportunités dans tous les domaines de la vie sociale. Je vous l'ai dit tantôt, le monde célèbre ce 20 novembre la journée mondiale des droits de l'enfant, une journée qui correspond avec le 26e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Cette journée a pour objectif de faire connaître et respecter les droits de l'enfant dans le monde entier. C'est un reportage de Léontine Kazamouali, mais commenté par Patrick Mpezozanetti. Cette journée témoigne de l'engagement de la communauté internationale de mieux faire connaître le texte de la Convention des droits de l'enfant. Ce texte des Nations Unies, ratifié en 1989, reprend les principes de base de la protection de l'enfant. Ce traité international a pour objectif de reconnaître, de respecter et de protéger les droits des enfants au travers les droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels. Cette convention concerne tous les enfants du monde jusqu'à leur âge de 18 ans. La journée du 20 novembre est devenue une occasion formidable de faire connaître les droits des enfants, de dénoncer des situations vécues par des enfants dont les droits sont bafoués, d'encourager chacun à agir à son échelle en faveur des droits de l'enfant. Les Nations Unies ont considéré qu'elles ne sauraient remplir leurs obligations à l'égard des générations futures sans intensifier leurs efforts en faveur des enfants du monde entier. Ils sont les citoyens de demain. Chaque année, le 20 novembre rappelle que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. La journée des droits des enfants est une aubaine pour agir pour le bien-être des enfants du monde entier. Les enfants ont des droits, aux adultes de garantir leur respect. D'une journée mondiale à une autre, sachez également que le monde a célébré hier, 19 novembre, la journée des toilettes. Cette année, les Nations Unies ont mis l'accent sur les personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement amélioré et à une eau salubre, même si l'accès à l'assainissement est un droit humain. Ainsi, la journée mondiale des toilettes se concentre sur le lien entre l'assainissement et la nutrition, en portant l'attention du monde sur l'importance des toilettes pour une meilleure nutrition et une meilleure santé. Environnement à présent, la RDC figure parmi les 10 pays les plus menacés par le réchauffement climatique. Cela reste une menace contre l'humanité entière. Pour ce faire, une prise de conscience collective quant à la gestion de notre écosystème s'avère impérieuse. Et à l'occasion de cette 3e édition du livre célébré sous le thème environnement sur les routes du Congo, une conférence débat a été organisée au centre Wallonie de Kinshasa où plusieurs experts des questions environnementaux, entre autres la gestion des déchets en milieu urbain, Neftali Boumutala Ouseni et Elvis Ndaya. Plusieurs points ont été abordés ce jeudi au cours de la conférence débat sur le bien fondé de la protection de l'environnement RDC.
Objectif, éclairer la population sur le thème de la 3e édition de la fête du livre de Kinshasa qui est sur les routes du Congo. Le directeur de l'ERAIF, Baudouin Michel, a dans son exposé sur le risque de pollution d'exploitation minière et pétrolière dans les aires protégées indiqué que la population environnante court des risques, entre autres la diminution des naissances et malformations congénitales, d'où la nécessité de la protéger. Évoquant la question de la COP 21, René Ngongo, conseiller de la Commission économique et sociale, a relevé l'importance de ces assises de Paris. Il a soutenu qu'il est temps que le monde entier puisse réfléchir afin de prendre des engagements qui réduiraient le changement climatique. Dieudonné Sidia, journaliste des questions environnementales, a parlé de la gestion des déchets en milieu urbain en donnant quelques pistes de solutions. Il faut curer des caniveaux et curer des égouts et de rivières. Il faut recruter du personnel et le former. Il faut sensibiliser la population. C'est le travail que nous faisons depuis plus de 10 ans. La vulgarisation des normes et de lois et la décentralisation de services. Les élèves invités à cet échange ont été satisfaits de ces connaissances. Plutôt cette conférence, bien que c'est vraiment une conférence qui doit déjà nous sensibiliser, nous, mais je crois plutôt que c'est une conférence qui concerne tout le Congolais et qui aurait peut-être dû avoir un public plus énorme et plus contrasté que ce que nous avons là, mais déjà c'est un bon début. Je suis très heureux d'assister à cette conférence et surtout que c'est dans mon domaine parce que à l'école je suis chargé de l'environnement. Je suis vraiment très content de participer. Ces gens doivent aussi faire des sensibilisations au niveau des écoles afin que nous puissions vraiment comprendre comment nous devons faire pour que le Congo soit vraiment développé au grand complet. Signalant que cette conférence entre dans le cadre de la célébration de la 3e fête du livre de Kinshasa. Et enfin, en culture, c'est parti avec la 3e fête du livre de Kinshasa du 18 au 22 novembre. Les amoureux du livre sont invités à échanger sur les œuvres, les créations littéraires et les réalités de la vie d'écrivains célébrés sous le thème environnement. Sur les routes du Congo, ce grand rendez-vous du livre accueille une trentaine d'auteurs venus des différents pays du monde. Un reportage de Léontine Kazamwali, Serge Moloa, mais commenté par Esther Mpezo. Pour cette 3e fête du livre, l'objectif est de relancer le goût de la lecture, surtout auprès de la jeunesse. Cette grande messe de la littérature offre un espace d'échange entre les auteurs venus du monde entier. Elle est axée sous le thème « Environnement sur les routes du Congo ». Les amoureux du livre devront associer la lecture aux situations environnementales qui touchent la RDC. Un sujet qui est particulièrement opportun dans le pays qui compte l'Amazonie d'Afrique, qui compte les plus grands fleuves du monde et le 2e bassin forestier. Pour la première fois, proposer des activités en dehors du cadre de la Gombe pour porter cette fête du livre dans d'autres lieux. Une trentaine d'auteurs venus de différents pays pour partager leur expérience avec les Congolais invitent ces derniers à cultiver le goût de la lecture. Je lance un appel politique à toute la jeunesse congolaise à s'intéresser à la lecture. Parce qu'on nous traite de tous les mots. On dit que si vous voulez cacher une information, quelque chose en noir, il faut les mettre dans les livres. Bon, moi j'ai écrit 4 livres sur le Congo. Mon oncle du Congo, Danse Léopard, L'heure des rebelles, et au plateau, et même dans mon dernier livre sur les ailes du dragon, un livre sur l'Afrique et la Chine, quelques chapitres sont au Congo. La 3e fête du livre de Kinshasa vise également les jeunes qui ont perdu la culture du livre et ne se penchent qu'aux réseaux sociaux. Pour bien faire la fête, les auteurs visiteront donc les écoles de Kinshasa pour échanger et inciter les élèves à l'amour de la littérature. Du 18 au 22 novembre, la capitale du Congo sera donc une source d'inspiration de littérature pour tous les amoureux du livre. Le rappel des titres avant d'éclore ce journal. L'humanité a pensé aujourd'hui aux enfants à travers la célébration ce vendredi 20 novembre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Mais quels sont les droits des enfants et comment les respecter? La réponse, vous l'avez trouvée dans ce journal.
Et après leur investiture par ordonnance présidentielle, les nouveaux membres de la CENI ont prêté serment jeudi devant la Cour constitutionnelle, respecter les lois du pays et remplir loyalement leur mission.